Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous passons aujourd'hui au grand 2 de notre leçon Liberté au contrôle de l'information. Ce grand 2 va nous permettre d'évoquer le rôle des agences de presse face aux contraintes économiques et politiques. Avant même que l'on passe au petit 1, je vous rappelle qu'une agence de presse, c'est une agence qui va transmettre et vendre l'information aux médias. Donc très concrètement, si vous avez un tremblement de terre en Asie, vous allez avoir des reporters, des journalistes, des photographes, des caméramans de l'AFP qui sont répartis un petit peu partout dans le monde. Ils vont transmettre l'information à l'agence de presse AFP qui va vendre cette information, par exemple, à vos journaux, à vos radios, à vos télés. Et ensuite, ces médias vont vous transmettre à vous l'information. Alors, soit l'information est considérée par ces médias comme importante et ils vont eux-mêmes envoyer des envoyés spéciaux sur place, soit ils considèrent que l'information se suffit à elle-même, c'est-à-dire ils vous la donnent en l'état et ne vont pas creuser le sujet, et auquel cas ça va être une dépêche qui va être relayée par les médias et ils n'iront pas plus loin pour creuser le sujet. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dessus, il y a de très bonnes explications des numéros de C'est pas sorcier sur la presse, je vous conseille d'aller les voir même s'ils datent un petit peu. Malheureusement, moi je ne peux plus partager ces vidéos dans mes vidéos puisque YouTube a la fâcheuse tendance à couper toute vidéo venant notamment de C'est pas sorcier en me rappelant que je n'ai pas les droits de ces vidéos. Donc maintenant, je ne peux plus vous partager ce genre d'extrait. Première flèche du petit 1, donc je le rappelle, le petit 1 s'intitule l'histoire de l'agence Havas et de l'AFP. On va passer donc à notre première flèche. Alors, la première agence de presse ou agence d'information, elle a été créée par Charles-Louis Havas en France, à Paris. Et donc, je vous l'ai dit, c'est en 1835 que Charles-Louis Havas crée cette agence qui porte son nom. Et dès 1845, il va se servir notamment du télégraphe pour transmettre ces informations sous forme de dépêches la plupart du temps aux différents médias naissants de l'époque, donc évidemment des journaux. Et puis rapidement, en 10 ans, l'agence elle va avoir le quasi-monopole de l'information en France. Mais rapidement aussi, il va se poser la question du coût de cette information et donc des frais très importants que cela engendre. Donc il va falloir financer ces agences et elles vont rapidement créer des branches publicité dès 1852 qui vont permettre de financer justement la branche information qui s'appuie sur des évolutions techniques importantes comme par exemple le télégraphe. Alors seconde flèche, ce modèle qu'a initié Havas va faire des émules puisque en Europe et aux États-Unis, d'autres agences de presse vont naître. Alors en Europe, vous allez particulièrement avoir Reuters qui existe toujours aujourd'hui et qui siège à Londres, mais également Wolf à Berlin. Et d'ailleurs, Wolf, Reuters et Havas vont se partager le monde en zone géographique pour couvrir l'information et la diffuser le plus rapidement possible. Donc cette alliance des trois groupes de presse, Reuters, Havas et Wolf, va prendre fin finalement en 1930, mais pendant un certain temps, ça a permis de couvrir le monde tout en faisant des économies évidemment importantes. Alors, la Seconde Guerre mondiale va énormément changer la donne, c'est notre troisième flèche, vous allez le découvrir à travers la vidéo suivante. Ces 8 journalistes qui ont pris les locaux de la place de la Bourse à Paris le 20 août, qui étaient occupés à l'époque par l'Office français d'information de Vichy, eh bien, ces 8 journalistes ont été rejoints dans les jours suivants par d'autres journalistes qui arrivaient d'autres zones de résistance ou d'autres agences indépendantes. Et puis ils ont relancé une nouvelle agence sur les héritières de Havas. Il n'y restait plus rien, tout était en ruine, il y avait les bureaux qui n'étaient même plus équipés. Et donc il a fallu rebâtir totalement une nouvelle agence qui petit à petit, eh bien, s'est développé et a reconstitué son réseau dans le monde et a repris sa place. Mais au début, ils se sont lancés sur des ruines. Ce n'était pas un groupe politique qui s'est emparé de l'agence, c'était un groupe d'hommes qui avaient des opinions diverses, qui avaient des valeurs communes, comme l'indépendance par exemple de l'information et autres, mais ce n'est pas un parti, absolument pas, qui a mis la main sur l'agence. Et cette diversité, je crois, s'est retrouvée dans les années qui suivaient. La clarté, l'explication, les sources indispensables, généralement l'anonymat, le système du premier paragraphe qu'on appelle le lead et qui est répondre aux questions élémentaires qui, quoi, où, quand, comment, tout ça n'a pas changé. Par contre, les conditions et l'environnement de travail, eux, ont totalement changé. Il me semble que l'agence est de plus en plus indispensable, compte tenu précisément
de tout ce qui circule et on ne sait pas d'où ça vient, on sait pas, il n'y a pas de source, on ne sait pas si ça a été vérifié. L'agence a toujours ses principes de base qui sont la fiabilité avant tout, la rapidité, mais aussi la vérification. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo, en 1940, la branche information d'Havas est nationalisée. Alors pourquoi nationaliser ? Eh bien parce que 1940, c'est la défaite de la France face aux Allemands, c'est la collaboration qui se met en place, et donc c'est Vichy qui va tout simplement mettre la main sur l'information en France, et donc va nationaliser Havas, et Havas devient OFI, c'est-à-dire l'Office français d'information. Donc désormais, toute l'information est contrôlée par Vichy, et il va falloir attendre août 1944, c'est-à-dire la libération, pour que des journalistes de la résistance reprennent les locaux d'Havas et émettent une première dépêche de ce que va devenir l'agence France Presse, AFP. Donc c'est-à-dire que Havas n'existe plus mais est désormais remplacé par l'AFP, qui va être sous la tutelle de l'État dans un premier temps, c'est-à-dire que l'État va continuer de gérer l'information, mais rapidement, beaucoup plus rapidement que par exemple pour les médias traditionnels que vous avez vus dans la leçon précédente, à savoir télé, radio, etc. L'État va finalement laisser au privé cette agence, elle va donc être privatisée. Et donc, elle va avoir un statut assez spécifique puisque l'État va continuer à la soutenir en lui donnant une aide, mais elle va être indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans les mains de l'État. L'État n'a plus de monopole sur elle. Et donc, ça va permettre d'avoir une information indépendante. Et grâce à cette aide tout de même de l'État, ça va permettre à ces agences de presse de pouvoir travailler. Et ainsi, l'agence doit répondre à sa mission première, qui est celle de produire de manière régulière une information exacte, impartiale et digne de confiance, donc en toute indépendance mais avec des moyens suffisants. Quatrième et dernière flèche, aujourd'hui l'AFP est l'une des 3 grandes agences mondiales d'information qui demeurent. Alors vous avez Associated Press qui est l'agence de presse qui est basée aux États-Unis. Vous avez Reuters, on l'a dit, à Londres, et puis AFP, donc, qui est l'agence France Presse. Ces 3 grosses agences mondiales d'information, aujourd'hui, sont celles qui relaient le plus les différentes informations et qui vendent le plus aux différents médias. Mais, et ça c'est très important de le rappeler, il y a toujours les problèmes de moyens financiers, puisque vous vous doutez que cela coûte extrêmement cher. Et à l'heure où Internet et le numérique ont révolutionné l'offre de l'information, évidemment, ces agences de presse ont toujours aujourd'hui ces questions liées aux moyens financiers qui se posent. Nous venons de terminer notre petit temps en évoquant les difficultés par rapport au financement des agences de presse. Alors, ces difficultés, elles se retrouvent pour tous les médias en général, et d'ailleurs notre petit 2 va s'interroger sur financement et indépendance des médias. Alors, pour voir et étudier notre première flèche, on va partir d'une vidéo que je vais tenter de mettre, comme d'habitude, dans la vidéo que vous êtes en train de regarder à la suite, mais je vous le dis, plusieurs fois également, France Télévisions m'a demandé de retirer certaines de mes vidéos par rapport à des questions de droit. Si jamais la vidéo suit bien, eh bien c'est parfait. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous l'ai mis en lien juste en dessous de la vidéo. Donc regardez bien. Si jamais elle est toujours là, c'est parfait. Sinon, vous cliquerez juste en dessous de la vidéo. Vous aurez un lien vers une vidéo numéro 2. En France, la liberté de la presse est garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais qu'en est-il de son indépendance ? La réponse est plus complexe. Une liste établie par le Monde diplomatique montre que la quasi-totalité des titres de la presse française est aux mains de grands industriels. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, est propriétaire, par le biais du groupe LVMH, des Échos, de Radio Classique et du Parisien. Patrick Drahi, le propriétaire du géant des télécommunications Altice, est actionnaire de Libération, L'Express et BFM TV. Arnaud Lagardère est actionnaire d'Europe 1, RFM, Le Journal du Dimanche, Paris Match. Martin Bouygues, dirigeant du géant des BTP, est propriétaire de TF1, LCI, TMC. Xavier Niel, patron de Free, et le banquier Mathieu Pigasse détiennent, via la holding Le Monde Libre, Le Monde, Télérama, Courrier International ainsi que l'Obs, tandis que Mathieu Pigasse contrôle Les Inrocks et Radio Nova. Il y a évidemment quelques exceptions à cette règle. Le Canard enchaîné, Fakir, Mediapart, Les Jours et quelques autres encore ne dépendent pas des moyens financiers des grands industriels. Mais globalement, la presse n'est pas indépendante financièrement. Et ça pose parfois des problèmes. Le Parisien, propriété de Bernard Arnault,
a censuré en 2015 la couverture de la sortie du film Merci Patron, qui critiquait les méthodes du patron de LVMH. Le groupe de Vincent Bolloré a imposé en 2015 la déprogrammation d'un documentaire de spéciale investigation sur sa chaîne Canal+, car celui-ci mettait en cause le Crédit Mutuel, dont le patron est un de ses proches, dans une affaire d'évasion fiscale. Cette ingérence des investisseurs dans le fonctionnement des médias, même si elle est extrêmement rare, pose problème. Et ce n'est pas tout. Face à la baisse vertigineuse des ventes, la publicité est devenue une source de revenus incontournable et donc une autre manière de faire pression sur les médias. Exemple, en 2012, les différentes sociétés du groupe LVMH ont fait savoir qu'elles retireraient leurs opérations publicitaires prévues d'ici la fin de l'année de Libération. La raison ? La parution en couverture du quotidien du patron de LVMH, Bernard Arnault, accompagné du titre « Casse-toi riche-con ». Manque à gagner direct pour Libération ? 150 000 €. Alors, la presse est-elle condamnée à être dépendante des financeurs ? C'est oublier qu'il existe des contre-pouvoirs au sein des médias. La clause de conscience permet à un journaliste de quitter une rédaction s'il y a un changement de ligne éditoriale. Au sein des rédactions, des associations de journalistes appelées « Sociétés des journalistes » ont pour mission de faire respecter l'indépendance journalistique et ne se privent pas de critiquer publiquement les décisions de leurs actionnaires. Un dernier exemple. Les médias sont subventionnés par l'argent public, mais cela ne les a jamais empêchés de sortir des affaires d'État, comme sur les financements des campagnes électorales. Voilà, donc j'espère que vous avez pu voir cette vidéo sans problème, sinon n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui est en dessous. Donc dans cette vidéo, vous avez compris que l'information avait besoin de financement. Ça, on l'a dit, on le redit. Relayer des informations coûte très cher, il va falloir salarier des journalistes, il va falloir également les envoyer aux quatre coins du globe, donc ça coûte extrêmement cher. Et le financement pose dès le départ le problème de l'indépendance des médias. Vous l'avez compris dans la vidéo, à partir du moment où par exemple vous allez avoir un homme d'affaires qui va financer votre journal, ça va évidemment permettre à votre journal d'exister, de survivre, mais est-ce que votre journal ne va pas être influencé dans ses articles, dans sa ligne éditoriale, par cet homme d'affaires? Est-ce que cet homme d'affaires va vous permettre de tout laisser paraître ou est-ce qu'il va vous demander de supprimer tel ou tel article, par exemple, qui serait trop critique envers ses propres activités ou envers des amis à lui? Donc, à chaque fois que vous avez des aides publiques, c'est-à-dire des aides de l'État, à partir du moment où vous avez des subventions, à partir du moment où la publicité va vous financer, où vous allez avoir également, on l'a dit, des investissements, eh bien, vos groupes de presse vont avoir des contraintes vraisemblablement à respecter et donc ils vont risquer d'être influencés dans leur contenu. Donc il faut bien toujours se poser cette question du financement et de la possibilité de ces médias qui sont financés par certains hommes d'affaires ou autres d'être bien indépendants. Alors la seconde flèche, elle nous amène à parler d'un problème qui est un petit peu lié. En fait, on vous rappelle que, notamment au XXIe siècle, vous le savez, le circuit de l'information aujourd'hui est beaucoup plus complexe qu'auparavant. Notamment parce que vous avez un flux d'informations qui est permanent, qui est accéléré, et donc les circuits traditionnels sont totalement bousculés. Résultat, le marché des médias aujourd'hui, il est vraiment concurrentiel. C'est-à-dire que chaque média va chercher à un moment à avoir une information qui soit commercialement la plus diffusée possible. Et donc, il va y avoir une sorte de course à l'information sensationnelle d'abord, mais aussi à une information originale. Alors, je vous remontre un petit événement qui s'est passé il y a peu de temps, il y a quelques mois. Lorsqu'on a cru arrêter Xavier Dupont de Ligonnès, ça a été aussi la démonstration de cette course à l'information sensationnelle. Vous allez voir l'emballement médiatique et surtout, comme vous savez que c'était évidemment faux, eh bien, vous allez comprendre que cette course montre justement l'intérêt aujourd'hui de prendre son temps par rapport aux sources et de ne pas courir absolument au scoop, puisqu'on peut évidemment avoir des doutes parfois sur certaines informations. Regardez la vidéo à la suite. Voilà, donc à travers cette vidéo, vous comprenez qu'effectivement l'information originale a une vraie valeur commerciale aujourd'hui. Et donc les médias vont même avoir tendance à reprendre les informations des autres médias, sans même chercher à savoir si cette information elle est vérifiée, elle est fiable. C'est-à-dire, rappelez-vous, c'était la mission première de l'AFP, on rappelle, une information régulière, exacte, impartiale et digne de confiance. Or là, vous l'avez vu sur cette histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, il y a évidemment quelque chose qui n'a pas fonctionné dans cette chaîne de l'information, puisque pour faire paraître une information originale, sensationnelle le plus rapidement possible, qui va attirer des téléspectateurs rapidement ou des lecteurs rapidement, les journaux, les médias en général, ont comme ça repris les informations des uns et des autres sans véritablement vérifier. Et donc, justement, on vous rappelle que certes,
il y a une volonté pour ces médias de vouloir vendre, d'exister tout simplement commercialement parlant et d'avoir du succès auprès d'un large public, mais que parfois, à la fois la question du financement et à la fois la question de cette recherche de l'information la plus originale, la plus sensationnelle, les amène parfois à perdre en qualité et en indépendance. Voilà, j'espère que ce grand 2 a été bien clair pour vous. N'hésitez pas donc, si certaines vidéos ont été supprimées, à cliquer juste en dessous, vous allez avoir des liens qui vont vous être mis. Et puis sinon, je reviendrai vers vous après les vacances. Vous méritez aussi d'avoir un petit moment pour souffler, pour terminer cette leçon avec notre grand 3. Et puis ensuite, on espère pouvoir se retrouver le 4 mai en face à face. D'ici là, portez-vous bien. Je vous enverrai évidemment un petit quiz concernant ce grand 2. À bientôt.